Pour avancer, il faut être curieux et en étant curieux, on peut aller sur des surprises un peu particulières, mais je pense qu'on avance quand même en allant vers ce cheminement-là. Euh, il y a des avancées surprises, en tout cas des avancées scientifiques surprises que j'ai pu avoir, et je suis pas un scientifique, hein, je suis un fouineur, hein, je vous le rappelle. Et donc, avec les rencontres que je fais, notamment Pierre, hein, que je remercie d'être là, mais voilà, j'ai eu effectivement des surprises éclairantes. Et d'un encadrement, à mon avis, éclairé, je pense qu'on peut aller cheminer d'abord vers soi et on peut cheminer de façon plus forte et plus précise vers la performance. Donc, je remercie Pierre d'avoir dit oui assez rapidement parce que je l'ai prévenu assez tard et il m'a dit oui tout de suite. Et merci pour la surprise et pour ce que tu fais, Pierre. À bientôt. Merci, Michel. Écoutez, pour cette intervention, j'ai rencontré Michel il y a à peu près 2 ans sur un colloque des cadres techniques en Nouvelle-Aquitaine, comme j'étais nouvellement arrivé par là-bas. Et puis, donc, on s'est pris de discussions sur différentes choses, et puis sur l'humain, sur l'individu, le mental et tout un tas de choses. Et puis, bah, on est arrivé à discuter de certaines choses que j'ai développées, mises en place. Et puis, bah, j'aime bien ce que tu disais, Michel, c'est que, tout comme toi, alors moi, je suis pas du tout un scientifique non plus, et je suis plutôt quelqu'un qui aime explorer, tenter le coup, voir, explorer de nouvelles pistes. Et puis, l'idée dans ce que je vais vous présenter, c'est vous présenter un cheminement et puis vous présenter aussi l'état de différentes choses, notamment dans l'utilisation des métaphores dans le sport, avec un éclairage par certaines études scientifiques et puis certains textes. Donc pour me présenter un peu mieux, donc moi je suis Pierre Deveau, je suis à Pau. Tes Euh, diapos peut-être, hein, Pierre. ouais, bah mes premières Non, diapos, pas ça pour va être l'instant. facile parce que Ok, ok. ça va être la présentation. Donc la présentation, donc moi je m'appelle Pierre Deveau, donc je suis basé à Pau. J'ai été 10 ans entraîneur national des équipes de France, notamment en canoë-kayak. Aujourd'hui, je travaille beaucoup dans l'accompagnement de la performance. Je suis labellisé par l'INSEP, ce qu'on appelle les coachs APPI, c'est les accompagnateurs de la performance. C'est un label qui reconnaît des compétences dans l'accompagnement et la préparation mentale de la performance. Et donc, j'ai des missions sur l'accompagnement en préparation mentale des athlètes, notamment sur l'olympique, paralympique, et des staffs. Et donc, dans ce domaine-là, je me suis beaucoup formé, puis je suis allé chercher des méthodes que je vais vous proposer, que je vais vous décrire, notamment une qui s'appelle le clean langage, le clean coaching. Et puis, c'est une méthode qui, sur mon temps annexe, m'a permis d'explorer de nouveaux champs, notamment le champ au niveau médical. Et puis, en association avec un ami ostéopathe, on s'est aperçu que, tiens, il y avait des choses à faire en termes de santé et puis de visualisation mentale. Donc c'est ça que je vais vous expliquer et vous proposer aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vous proposer un cheminement autour de l'utilisation des métaphores dans le sport et la santé. Ce que je vais vous proposer donc dans ce cheminement, c'est vous expliquer en quoi l'utilisation de métaphores est différente, voire complémentaire des images mentales qu'on peut avoir. Je vais vous expliquer aussi aujourd'hui qu'est-ce qui, dans le côté scientifique, tend à prouver que c'est intéressant. Et je vais toujours rester très modéré, comme je ne suis pas le scientifique absolu. J'aime bien, je préfère dire que les recherches et puis les expérimentations que je fais tendent à être justifiées par tel ou tel écrit. Par contre, aujourd'hui, je suis convaincu que l'humain est tellement complexe que pour pouvoir se dire que des écrits scientifiques vont justifier absolument tout, pour moi, j'y suis pas. C'est trop éloigné. Donc, pour vous partager le cheminement que j'ai pu avoir, donc comme je vous disais, j'étais entraîneur national. Donc là, j'ai observé des choses. J'ai observé des choses, j'ai observé des talents. Donc, j'ai vu que l'utilisation du langage des athlètes était des fois particulier. Il pouvait être symbolique, il pouvait être en forme de métaphore aussi. C'est-à-dire que un athlète qui va dire que là, il a été vraiment tendu sur une trajectoire, est-ce que tendu, ça représente vraiment une trace? Est-ce que le tendu, ça représente plutôt une conception de l'esprit, une conception du corps?
Est-ce que les mots utilisés par l'athlète sont vraiment, on va dire, le sens premier ou le sens secondaire des mots. Et donc là, j'ai vu que des fois, il y avait des écarts dans ce que je pouvais proposer aux athlètes, et puis bah, des fois, il y avait même un petit peu de friture sur la ligne où on ne se comprenait pas. Et puis, progressivement, je suis allé chercher une formation qui, à l'époque, était proposée par Richard Ouvrard, qui travaille aussi dans l'accompagnement et puis la performance, qui a développé beaucoup de choses sur l'INSEP et qui a amené notamment dans beaucoup de formations à l'INSEP, dont ce qu'on appelle l'EMA, l'Executive Master Accompagnement, et puis il y en a un autre, c'est le CCS sur l'accompagnement, une méthode qui s'appelle le Clean Langage, le Clean Coaching, qui est basée sur une codification de questions qui ne sont que des questions ouvertes et qui amènent justement à verbaliser son problème, sa solution ou sa gestuelle technique sous forme de métaphore. Donc je me suis formé à cette approche-là. Et donc, bah, j'ai découvert que, tiens, c'est bizarre, on peut avoir des choses qui passent par le langage et qui vont toucher le mental, et en plus qui vont toucher le corps. Donc j'ai continué à pousser tout ça. Et puis, en étant sur le côté préparation mentale, j'ai commencé à travailler en partenariat avec des amis ostéopathes et médecins. Et puis, bah, tiens, on s'est aperçu que le travail avec cette méthode-là, qui est plutôt issue de la psychothérapie, pouvait apporter des choses à la fois dans le sport, mais aussi des choses dans la gestion de la douleur, et notamment dans le retour de blessures des sportifs, et puis dans les douleurs chroniques. Et donc, j'ai commencé à expérimenter dans ce champ-là, sous supervision médicale, sur des personnes qui sont en fibromyalgie, qui sont en algodystrophie, qui sont en retour de blessures, qui sont en retour de prothèses de hanche, qui sont, voilà, avec différents degrés de douleur, allant aussi sur des acouphènes. Et puis tiens, on s'est aperçu que travailler sous ce format-là, avec cette technique-là, on avait des seuils de douleur qui diminuaient, ou des perceptions de la douleur qui diminuaient, ou des gens qui se sentaient mieux malgré la douleur. Et on s'est dit, tiens, c'est intéressant, est-ce qu'on peut pas aller chercher un petit peu plus loin? Et puis c'est là où on a profité, on a mis, on va dire, en bénéfice la période du Covid avec mon ami et collègue Antoine Stéphan, que je vous présenterai aussi encore un peu plus loin, qui lui est ostéopathe depuis des années sur les équipes de France aussi de différents sports et aussi sur le canoë-kayak, et qui lui a développé de l'ostéopathie en mode debout. C'est-à-dire que vous pouvez garder vos habits, vous pouvez être sur le bord de terrain ou n'importe où. Ça va être une méthode qui va être plutôt sur ce qu'on appelle du déroulé tissulaire, qui a une approche dérivée des travaux de Pierre Tricot. Et donc, on va être sur du déroulé. Et donc, le fait de dérouler le corps dans certains axes, en fait, bah, ça permet de faire de l'ostéo plutôt douce, en posture debout. Et puis, on s'est aperçu que bah, moi, ce que j'avais développé via ce clean langage, ce clean coaching, bah tiens, quand on amenait les personnes dans un état légèrement modifié en leur posant des questions quelque part un peu en introspection sur le corps, ah bah tiens, la personne est associée mentalement à son traitement corporel et le corps va se débloquer encore plus facilement. Donc de là, on a commencé à créer une méthode qui s'appelle le Clear Inside qu'on a développée. Et puis on a formé différents corps de métier au niveau santé, des médecins, des kinés, des ostéopathes, même des anesthésistes, pour pouvoir bah, les aider à travailler sur ce langage verbal qui va aller travailler à l'intérieur du corps, sur des représentations à l'intérieur du corps qui sont notamment des représentations en termes de métaphores. Donc aujourd'hui, on est sur ce cheminement-là, et puis comme on est deux personnes de terrain, on est parti vraiment, comme vous voyez, plutôt d'expérience de terrain, et puis bah, aujourd'hui, on est dans la phase plutôt de recherche scientifique pour avoir une crédibilité. Et puis bah, la question se pose, bah, alors, ce qu'on a fait, on voit les résultats, on voit des personnes qui sont moins de douleurs chroniques, on voit des gens qui sont soignés. J'accompagne des personnes en retour de blessure ou en retour ou avec des douleurs. Puis tiens, si on veut de la crédibilité, il nous faut des justifications. Donc bah, là, on a pris notre bâton de pèlerin et puis bah, on est allé creuser un petit peu à droite à gauche. Et puis, bah, on a trouvé des choses qui sont intéressantes. Et donc, l'idée, c'est vous partager ça et vous partager en quoi c'est intéressant de réfléchir à ce process-là et puis à cet outil-là, parce que dans le sport, il a toute sa place, en fait. Donc, euh, juste pour vous faire un tout petit descriptif, pour ceux qui ont envie d'aller chercher, et puis après, vous n'hésiterez pas, hein, je vous laisserai le diapositive, le diaporama, je te laisserai le diaporama, Michel, si tu veux le diffuser. Et puis si vous voulez qu'on reste en contact pour échanger sur tout ça, vous avez bien compris que
c'est ma passion et on pourra bien en discuter. Le clean coaching, il y a deux bouquins essentiels, en tout cas, qui font figure de référence. Je vous les ai mis là en diapo. Des métaphores dans la tête et manuel de clean coaching. Vous y apprendrez tous les rudiments. Après, le top, c'est aller se former sur cette méthode-là. Et donc, comme je vous disais, c'est une approche qui vient de David Grove, qui est aujourd'hui décédé, mais qui était un psychologue plutôt avec des influences maoris et puis néo-zélandaises, et puis qui s'est aperçu que des soldats qui revenaient de guerre avaient tendance à passer beaucoup de temps en thérapie en ne faisant que parler, alors que dans leur langage, il y avait aussi du langage métaphorique, symbolique, et que en développant et en saisissant les métaphores des personnes entre guillemets sous trauma, en trauma, bah tiens, la thérapie avançait beaucoup plus vite et les gens se sentaient mieux plus rapidement. Et puis progressivement, ça a été dérivé. On l'a utilisé notamment dans le sport, on l'utilise à différents endroits. Et puis donc, avec Antoine, on essaye de l'emmener le plus possible maintenant dans le côté santé, en faisant le lien avec ce côté sport. Voilà, donc vous pourrez aller chercher un peu plus loin si vous voulez sur tout ça. Et pour pouvoir aller déjà dans ce côté un petit peu scientifique, pour pouvoir comprendre pourquoi nous, sport et performance, voire même éducation, ça nous intéresse, il faut aller chercher un peu plus à l'intérieur du corps. Et pour aller chercher à l'intérieur du corps, en fait, ce qu'il faut aller chercher en un, c'est l'étendue de tous les sens, et puis peut-être on en a encore qui sont inconnus, l'essence de l'humain. C'est-à-dire que l'essence, quand je parle de l'essence, c'est ce qu'on appelle communément le VACOG, visuel, olfactif, kinesthésique, gustatif, et puis je en oublie un, tactile, auditif, pardon. Donc ces cinq sens qu'on connaît, ceux-là, on sait qu'ils agissent. On sait qu'on peut les utiliser même en imagerie mentale avec des sportifs. Tiens, replonge-toi dans un souvenir positif. Et puis tu vas te revisualiser la gestuelle, tu vas te revisualiser ton corps dans l'espace, tu vas revisualiser les sons, tu vas peut-être revisualiser les odeurs, tu vas revisualiser tout ça. Ça, on est purement dans l'imagerie mentale et ce qu'on appelle aussi de l'imagerie motrice. Donc ça, il y a des études, il y a plein de choses qui se sont faites, notamment si vous êtes branché imagerie mentale, je vous incite à aller chercher tous les travaux d'Émeric Guyot avec, tiens, j'avais pas prévu, mais le bouquin est à côté, celui-là, de bouquin, Les pouvoirs insoupçonnés de la visualisation. Celui-là est très très bien, d'Émeric Guyot. C'est la référence aujourd'hui en termes de visualisation mentale et sport. Et donc, vous allez trouver vraiment plein de choses intéressantes, avec en plus plein de justifications scientifiques. Et donc, dans son bouquin, vous allez trouver plein plein de choses. Moi, je vais aller sur un aspect un peu complémentaire, c'est que dans les sens et dans la visualisation mentale, on peut aussi apporter d'autres choses. D'autres choses, c'est qu'il peut y avoir la proprioception. Donc la proprioception, c'est ce que vous connaissez tous, c'est plutôt le côté équilibre quand on se prive notamment du sens visuel. Donc ça, je pense que vous devez le travailler certainement aussi en préparation sportive. Et puis, on va avoir un autre sens qui est en lien avec l'équilibre, qui est le vestibulaire, qui est notamment tout ce qui va être au niveau de l'oreille interne. Donc ça, c'est un sens qui va gérer aussi l'équilibre de la personne. Et puis, quand on cherche aussi au niveau descriptif, des définitions, le vestibulaire, c'est aussi quelque chose qui joue un rôle sur la perception du mouvement, du contrôle de l'équilibre et de la stabilité oculaire. Donc on a tout ça. Et puis, nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, ça va être l'interoception. L'interoception, je vais vous lire la définition exacte qu'on peut trouver. L'interoception, c'est la capacité à évaluer de manière exacte son activité physiologique, par exemple son rythme cardiaque, ou autrement son aspect digestif. Et cette prédisposition est l'expression de l'activité de différentes zones corticales, qui sont notamment sur le frontal et l'insula. La capacité à ressentir les états internes interagit avec la cognition et les émotions. Donc là, on a un lien avec le mental et puis avec quand même ce fameux sens qui est plutôt à l'intérieur. Tiens, on parle de cognition et d'émotion. Un niveau élevé d'interoception prédit des émotions plus fortes, Si ça rapporte, condition ça me dérange pas importante, d'écouter, quoi. Ah, c'est marrant. Bon, d'accord. pardon, un niveau élevé L'interoception. d'interoception prédit des émotions plus fortes, condition importante pour les changements de comportement. Certains facteurs de vulnérabilité, comme la difficulté à décrire ses sentiments à autrui, sont liés à un niveau d'interoception faible. Une faible interoception est également liée à des distorsions de l'image corporelle.
tiens, c'est intéressant parce que l'interoception nous renvoie à l'image corporelle. Et pour quelqu'un qui est dans la douleur ou un sportif qui va chercher de la performance, on va être dans une représentation mentale, mais là, en parlant d'interoception par ce sens qui est à l'intérieur du corps, on va aller chercher ce qu'on va pouvoir appeler des images mentales incarnées, donc plutôt à l'intérieur du corps. Donc c'est pour ça que je voulais passer par ce qu'on appelle ce huitième sens, on va dire, pour pouvoir un peu mieux comprendre que les images mentales et les métaphores, elles vont être reliées à ce sens qui est intéressant sur les émotions, sur la représentation de la carte mentale qu'on pourra avoir. Et puis, là, je vais vous proposer quelques... voilà, je vais vous les décrire, vous les lire, et puis comme ça, je vous ai donné les références et puis les bouquins, comme ça, si vous voulez aller chercher un peu plus loin. Comme je vous disais, des recherches ou des textes qui tendent à nous faire comprendre l'utilisation de l'interoception, et puis le lien qu'il pourrait y avoir avec des images mentales, voire des métaphores qui seraient dans le corps plutôt que dans la tête. Et donc, ce que nous disent différents écrits, c'est que penser uniquement avec son cerveau aujourd'hui, c'est impossible. Nos pensées, nos émotions et nos souvenirs sont conditionnés par nos mouvements, nos sensations. Et donc, il y aurait une conscience, il y aurait ce qu'on appelle une cognition incarnée du corps et qui serait reliée aussi au niveau du cerveau. Et donc là, on a des études qui montrent que quand on demande à quelqu'un de prendre une décision, si on lui met des capteurs sur cerveau et corps, on va détecter un signal électrique une microseconde avant dans le corps, avant que ça soit au niveau du crâne, au niveau du cerveau. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent et qu'on détecterait aussi au niveau corporel, peut-être même avant le cerveau. Et puis, il existerait aussi ce qu'on appelle des postures powerful, donc des postures qui nous donnent plus de puissance, qui seraient en lien avec une meilleure interoception. Donc, quelqu'un qui aurait une capacité à mieux percevoir les signaux à l'interne du corps pourrait être aussi quelque part en capacité de percevoir plus de capacité au niveau mental. Donc là, c'est sous le côté powerful, donc sur le côté plutôt puissance. Et cette étude montre que l'utilisation de ces postures améliorerait l'anxiété sur une population d'étudiants. Sur ce même côté interoception, donc l'interoception générée par le traitement des informations physiologiques dans le cortex insulaire. Donc l'insula, c'est a priori, c'est vraiment une zone du cerveau qui serait très en lien avec la compréhension et la traduction de tout ce qui est interoceptif. Donc ça jouerait un rôle important dans l'obtention de performances optimales dans les sports de compétition. Donc c'est ça, c'est ce qui nous intéresse. L'interoception pourrait améliorer la prévention, les soins et les performances sportives. Et donc là, dans le partage d'expérience par rapport à nous, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'effectivement, on est en train de travailler sur des profils interoceptifs, des questionnaires et puis des tests sur des profils interoceptifs pour voir si les personnes pourraient être plus ou moins en lien avec leurs sensations internes. Et vous avez peut-être perçu ça, vous, d'un point de vue sportif, des sportives ou sportifs qui disent: ah ouais, mais moi je sens au micromillimètre toutes les sensations de mon corps, je suis en capacité de tout percevoir. Et puis il y en a qui finalement sont très mécaniques, ça peut performer, mais il n'y a pas cette sensation interne. Et on voit qu'il y a des prédispositions ou pas, et le questionnement qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut le rééduquer? Est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus loin, de façon à optimiser la compréhension et la connaissance de son corps, et voire même de ses émotions et de ses sentiments, comme c'est en lien aussi avec tout ça. Donc par rapport à tout ça, ces quelques études et puis bien d'autres, j'en ai repris que quelques-unes de principales, ce qu'on apprend de l'interoception, et pour ça je vous encourage à lire Antonio Damasio, si vous connaissez, avec celui-là, ce bouquin-là, et qui est très très bien, Sentir et savoir, qui reprend beaucoup de choses, à la fois au niveau scientifique et puis philosophique aussi, sur toute cette réflexion autour de l'interoception du corps et du mental. Donc l'interoception, ça permettrait de percevoir les signaux physiologiques à l'interne. Le cerveau analyserait et symboliserait les informations interoceptives pour construire une carte imagée de notre propre corps. Donc on revient à l'image. Et donc ce qui nous intéresse, le sport, le corps. Une carte
corporelle plus précise permettant une gestuelle plus fluide, plus rapide, mieux coordonnée, plus efficace. On imagine bien que si ce sens qui est en train de détecter les signaux à l'intérieur du corps il est plus développé, effectivement, on peut facilement imaginer qu'il y a plus de connexion avec les arcs réflexes, avec une systématique au niveau gestuel, avec peut-être une prise d'information, peut-être avec même l'intuition. On peut imaginer qu'il y ait toutes ces choses-là qui puissent se mettre en œuvre. Et puis dans la régulation émotionnelle, mieux comprendre son corps et ses sensations internes aiderait à mieux gérer aussi ses émotions. Et ça, effectivement, moi, c'est quelque chose que je constate en travaillant sur des images mentales dans le corps, enfin des images incarnées dans le corps. J'observe des athlètes ou des personnes accompagnées dans la dimension mentale qui sont en meilleure connaissance de leurs émotions. Je dis bien meilleure connaissance, c'est pas forcément meilleure régulation, mais qui comprennent mieux et qui savent agir avec et donc les utiliser pour mieux performer ou mieux se sentir mieux. Et puis là, je vais vous donner quelques exemples vraiment axés sport. Et puis bah là, vous avez certainement tous eu des athlètes qui vous parlent sous forme de métaphore, cette fameuse pointe dans le mollet, ou là j'ai comme une brique dans le dos, ou là j'ai une... Oh la vache, je suis tout tendu entre les épaules. Tout ça, bah, quelque part, c'est des symboles, c'est des métaphores. Nous, on passe vite à côté, on dit bah ouais, j'ai une pointe dans le mollet à la fin de mon footing, ah bah vas-y, masse. Et on va pas questionner en fait ce qui se passe dans la pointe dans le mollet. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que alors Lakoff et Johnson, qui sont juste là, en haut de la diapo, vous trouverez aussi beaucoup d'écrits sur eux, notamment bah, ce petit bouquin-là, les métaphores dans la vie quotidienne. C'est des gens qui sont très en lien avec cette recherche sur les métaphores. Et puis je vous ai mis un deuxième bouquin, Le thérapeute et les métaphores des patients, qui est très intéressant aussi, qui va mettre encore en lumière tout ça. Ce qu'il constate, c'est que les métaphores sont omniprésentes dans notre langage. Et certainement, depuis que je discute, depuis que je vous parle, j'ai certainement utilisé des métaphores sans m'en rendre compte. Et puis certainement Michel, quand il a présenté aussi, on est tous en lien avec tout ça. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le côté de la douleur, et nous on va l'avoir aussi pour des sportifs, à la fin d'une séance, on utilise souvent le RPE. Vous connaissez peut-être le RPE, ça fait des jauges pour savoir si l'athlète est fatigué, pas fatigué, c'est ta perception de séance. Et aujourd'hui, en fait, le monde médical arrive à... Vous savez, il y a des petites réglettes de douleur entre un petit smiley qui grimace et puis un petit smiley, jusqu'à un petit smiley vert qui fait un sourire en disant bah, j'ai très mal en rouge et puis j'ai pas mal du tout en vert. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent que, tiens, la métaphore est peut-être un meilleur curseur pour pouvoir évaluer une douleur que juste faire un curseur entre 1 et 10. En disant, bah tiens, aujourd'hui, j'ai une pointe dans l'épaule, bah tiens, cette pointe aujourd'hui, c'est comme si elle faisait 10 cm de large. Et puis aujourd'hui, ah non, en fait, ma pointe, elle est beaucoup plus petite, elle fait que 10 mm d'épaisseur. Tiens, intéressant. Ça va animer beaucoup plus de choses au niveau du cerveau, de faire une représentation métaphorique d'une épine toute petite ou d'un baobab qu'on pourrait avoir dans l'épaule, par exemple, parce qu'une métaphore, c'est en lien avec aussi des représentations, avec des croyances, peut-être avec de l'identitaire, avec des comportements, avec des connaissances, avec tout un tas de choses. Une métaphore, c'est un symbole. Donc, comme on dit fort comme un lion, on peut s'imaginer plein de trucs. Il y a le lion, il y a sa crinière, il y a sa rapidité, il y a plein de choses. Alors que si on dit juste sois fort, bah, c'est différent. Donc, vous voyez, le côté métaphorique, dans le corps, il peut être vraiment très très intéressant. Et puis une petite autre, apprentissage, dans le côté apprentissage. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Dans le côté enseignement, puis bah, j'ai entendu parler de DEGEPS, DESGEPS, donc on est au cœur aussi des formations d'entraîneurs, de pouvoir familiariser les entraîneurs à l'utilisation des métaphores ou à l'écoute de métaphores. On peut avoir un impact sur l'apprentissage parce que le sportif va tout de suite connecter certaines choses. Alors, je dissocierai la métaphore donnée par l'entraîneur de la métaphore émergente du sportif. Il y a des études qui montrent qu'une métaphore induite aura moins de puissance qu'une métaphore émergente du sportif. Donc, on va être plutôt à faire émerger. Mais par exemple, en haltérophilie, quand on va dire, bah tiens, fais ricocher ta barre sur les hanches, ah, tout de suite ricocher,
on va tout de suite comprendre certaines choses, alors que si on lui dit juste bah, tire et puis passe par tes hanches, ah, c'est pas pareil. Un ricochet, j'imagine quelque chose sur l'eau, tac, 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 il y a un clapot et ça va se déposer. Donc l'utilisation dans le côté apprentissage est vraiment particulièrement intéressant. Donc on est sur renforcer l'engagement de l'autonomie, favoriser la conscience interoceptive, améliorer la communication entraîneur-athlète sur une métaphore, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de travailler avec du relationnel entraîneur-athlète qui sont en conflit, et puis bah, sous une forme métaphorique, dire bah tiens en fait toi quand tu communiques, comment tu communiques, et puis toi, quand tu reçois, comment tu reçois. Et puis, il y a un entraîneur qui va dire, bah tiens, moi, je suis plutôt une grosse marmite qui bout, et puis quand je communique, en fait, c'est des grosses bulles. Et puis l'athlète va dire, ouais, non, mais moi, en fait, je suis juste une soupape, j'ai besoin de lâcher un petit peu, et puis j'ai besoin d'accueillir, et puis, bah tiens, on n'est pas sur les mêmes registres, mais par contre, on comprend mieux qu'il y en a un qui est une soupape et l'autre qui est une marmite. Tout de suite, on peut tout de suite s'imaginer qu'il y a des choses derrière tout ça, et après, il faut mettre des mots, il faut mettre des actions derrière. Donc, améliorer la gestuelle aussi, comprendre qu'une gestuelle, par exemple, si j'ai une image de mon épaule qui est comme un engrenage, c'est pas pareil que si mon image d'épaule, quand je vais faire un smash, c'est un verrou de porte, ou si c'est un piston, ou si c'est juste un élastique. Et donc, dans le travail mental, notamment avec le clean coaching, le clean langage, on peut amener à avoir des athlètes, donc la majorité des athlètes avec qui je travaille ont une bibliothèque de données, en disant, ah, tiens, quand je suis efficace, moi j'ai un élastique, comme si c'était un élastique rouge ici. Et puis moi, c'est comme si j'avais un nuage bleu ici. Et puis tiens, moi là, c'est comme si j'étais une petite danseuse du ventre, et c'est très mobile au niveau du bassin. Tout ça, c'est des métaphores dans le corps qui permettent d'être à la fois bien mentalement et à la fois synchronisé avec soi. Donc, d'où développement aussi du côté confiance. Et puis une petite dernière, et j'arriverai bientôt à la fin. Utiliser les métaphores dans la douleur. Aujourd'hui, on sait que les métaphores, c'est pas que des mots, c'est aussi des outils cognitifs et elles se connectent à un vécu incarné du patient. Donc, un patient dans la douleur qui va dire bah, tiens, j'ai une pointe dans l'épaule, c'est peut-être qu'il est aussi en lien avec des douleurs qui sont très aiguës. Et la pointe, elle est certainement synonyme de quelque chose de son passé. Donc, un sportif qui est sur l'eau, qui va aussi avoir bah, ce genre de discours-là, ah bah tiens, je me sens verrouillé. Je me sens verrouillé à l'arrière du terrain. Tiens, ça a questionné. Mais quand tu es verrouillé, là, qu'est-ce qui se passe? Et puis à l'intérieur de ton corps, verrouillé, ça pourrait être où? Et puis ça pourrait ressembler à quoi? Et puis de progressivement chercher une meilleure compréhension d'un symbole ou d'une métaphore qui aurait été vite balayée comme ça, en se disant, ouais, non, mais t'es verrouillé, bon, bah allez, bouge, bouge tes jambes. Et puis on est souvent vite dans l'action, alors qu'il y a, dans la métaphore, il y a quelque chose de l'ordre cognitif et puis de l'ordre un peu plus profond. Donc, allons chercher un peu plus loin que juste l'expression qu'on va laisser passer du sportif. Les patients utilisent en moyenne 2 à 3 métaphores pour décrire leur douleur. On a la même chose pour les sportifs, vous allez voir, et la même chose pour les entraîneurs qui, des fois aussi, ont une métaphore. En accueillant les métaphores, le sentiment de confiance est renforcé. Donc, effectivement, quand un sportif va vous dire bah, tiens, je me sens verrouillé, bloqué, si vous l'accueillez et que vous reprenez les mêmes mots, ah, tu te sens verrouillé, bloqué, vous allez voir que vous êtes tout de suite dans une relation humaine, il y a un accueil, et on va travailler sur ton verrouillage, on va travailler sur ton blocage. On réitère exactement les mêmes mots que la personne, que le sportif, et là, on va dans son sens. Et donc, on le place, ce qu'on appelle, au niveau médical, on appelle ça tout ce qui est au niveau patient centré. Donc, aujourd'hui, tout le monde essaye de travailler ça sur ses méthodos au niveau santé. On cherche à avoir un patient centré. Voilà, donc je vous ai remis quelques petits conseils concrets pour terminer, pour essayer de rester dans le timing, hein, Michel. L'idée, c'était de vous proposer ce cheminement-là. Bon, j'ai conscience que j'ai peut-être bombardé un petit peu, je suis allé un peu vite, j'avais beaucoup de choses à évoquer. Si on doit le passer en concret, donc à T+1, là, tout de suite, demain, c'est demander à l'athlète de préciser les mots de son discours, notamment pour les sensations corporelles lors du travail technique, des efforts ou des douleurs. Ah bah tiens, là, je me sens tendu. Là, c'est verrouillé. Là, c'est crispé. Là, tiens, c'est fluide.
tout ça, c'est des métaphores. Donc, allez questionner tout ça, rebondissez là-dessus. Cherchez, ce que je vous conseille de faire, c'est chercher à localiser le plus précisément possible dans le corps quand il y a une métaphore, un symbole qui vient. Tiens, ton verrouillage, là, ça serait où? Comme ça, on est en lien avec l'interoception, on est en lien avec les sens du corps qui vont aussi liés au cerveau. Essayez de chosifier. Chosifier, donc c'est un mot qui est utilisé aussi en hypnose. On va essayer de chosifier quelque chose. Bah, tiens, là, tu viens de faire un passage, ou tu viens de faire un smash, tu viens de faire un échange qui est terrible. Ça a été super efficace. Donc valorisons-le. Là, ça a été super efficace. Quand c'est efficace comme ça, là, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et puis, si tu devais dessiner ce qui se passe dans ton corps, ça serait où et ça ressemblerait à quoi? Ah bah là, c'est comme un ressort dans mon corps. Là, c'est comme une grande poutre bleue. C'est peu importe. Il peut y avoir plein de choses. Et là, vous allez l'aider à prendre conscience des sensations internes de son corps, et par apprentissage, ça va en plus emmagasiner vraiment un maximum de confiance, pardon. Et puis, bah, les petites questions qu'on va poser qui sont issues du clean coaching, c'est, bah, tiens, là, ta sensation, ce que tu perçois, quand là, tu es efficace et tu es performant, ce que tu ressens dans le corps, ça pourrait ressembler à quoi? Et ça serait comme quoi? Et là, vous allez avoir un peu les mêmes genres de réponses. Bah tiens, ça ressemble à un élastique, ça ressemble à quelque chose de fluide, ça ressemble à quelque chose de très dur, ça ressemble à quelque chose de très compact. Donc on peut l'avoir en optimisation aussi de performance sur la musculation. Bah là, quand j'arrive à faire un max en développé couché ou autre, bah tiens, là c'est comme si j'avais un bloc dans les deux épaules qui s'insère ici, qui vient là. Voilà, ça serait presque comme un bloc de métal. On va avoir tout ce genre de choses-là qui vont pouvoir avoir un impact. Voilà, j'en arrive à la fin. Comme Michel me demandait s'il y avait des choses qui se font en termes de formation. Là, je vous ai mis quelques dates. On propose des formations sur ça. C'est en train de bouger. Les formations d'octobre vont bouger. Ça sera en deux sessions, une en janvier, puis des dates sont à venir. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à fouiner du côté de Connaissance et Évolution, qui est une boîte avec qui on travaille sur de la formation. Vous pouvez creuser du côté de l'INSEP, donc comme je vous ai dit, avec l'exécutif master. Il y a Richard Ouvrard aussi qui propose des formations sur le clean langage, le clean coaching, et qui sont top. Et puis, pour finir, bah, je vous laisse mon contact et puis celui de mon collègue ami Antoine Stéphan, qui est lui sur Saint-Malo et qui travaille donc sur tout ça. Il est aussi certifié en coaching, en clean langage. Et donc, il va travailler beaucoup sur le corps, mais aussi les liens avec le mental. Donc, on travaille en partenariat avec des athlètes et puis des staffs pour pouvoir bah, bosser sur le côté mental, corps, interoception et puis performance. Voilà, merci pour votre écoute. Et j'espère que ça vous a donné quelques petites billes. Merci Pierre. Alors il y a deux possibilités. Il y a peut-être une, Pierre, tu me dis, est-ce qu'il y a possibilité de faire... Non, je pose déjà la question, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire par rapport à ce qu'a présenté Pierre? Merci encore à toi Pierre d'avoir pris ce temps. Est-ce qu'il y a des questions? Tu peux peut-être enlever ton diapo peut-être, Pierre? Merci. Y a-t-il des questions? Donc vous levez la main s'il vous plaît. Vous les posez, il reste un peu moins de 10 minutes. Ah, Patrice. Alors, on Oui, donnait, tu as dit Patrice. qu'on enregistrait des signaux électriques dans le corps avant que ça arrive au cerveau, mais j'aurais plutôt pensé que c'était l'inverse, moi. C'est-à-dire que c'était le cerveau qui analysait le truc en premier, plus rapidement, avec les aires visuelles, et qu'après, il y avait une réaction corporelle. Ouais, c'est ça qui est perturbant. Et c'est ça qui, notamment quand on discute avec des psychologues, il y a plusieurs conceptions aujourd'hui, donc c'est une des études. Donc il y en a aussi plein d'autres, et puis il faut être conscient que le cerveau fait beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, au regard de ces informations-là, il y a de quoi se questionner sur cette fameuse intelligence du corps qui détecterait des choses même avant le cerveau. Hmm. Et tu vois, on pourrait alors là, c'est plutôt ma fibre entraîneur qui parle. Des fois, c'est de dire bah, à l'athlète, et tu sais quoi, arrête de réfléchir, le corps saura faire. Le corps saura faire, et puis au moment voulu, il fera. Et effectivement,
Je pense que la notion d'instinctif, la notion d'apprentissage par des mouvements automatisés, par tout un tas de choses, et puis peut-être des choses qu'on ne connaît pas bien aussi sur l'interoception et tout ça, qui sont quand même encore assez nouvelles, bah, ça mérite d'être questionné. Et puis ça mérite d'être questionné donc avec les sportifs, tout le temps avec ses précautions en se disant bah, c'est les avancées scientifiques, il y a peut-être encore autre chose. Mais tiens, si on faisait une séance, l'idée c'est essayer de calculer le moins de choses possible stratégiquement, techniquement ou autre. Et puis voilà, si tu laisses faire le corps, qu'est-ce que le corps va faire? Et je te rejoins, c'est Ouais, perturbant ouais, ouais. Mais comme analyse. ouais, pour compléter, Pierre, il y a des études qui sont faites depuis une dizaine d'années sur les émotions et ils se sont aperçus que les émotions, avant que tu les aies dans la tête, c'est le corps d'abord qui ressent. C'est symptomatique, Complètement, ouais. c'est symptomatique. Ouais. Voilà. Et Damasio a écrit des petits trucs. Alors moi, j'ai pas lu les livres, là, mais des articles où il parle excessivement de ça, en parlant que le corps ressent. Alors c'est en millième de seconde, mais en tout cas, le corps ressent les choses avant que ça monte au cerveau, quoi. Ouais. C'est Merci, pour ça que Patrice. des fois, proposer à un athlète qui est beaucoup dans la tête, de réfléchir bah, quelle serait la stratégie, quel serait machin, qu'est-ce que je dois faire. Moi, j'aime bien poser la question des fois de dire bah, allez, prenez le contre-pied. Là, tu ne trouves pas la solution, mais qu'est-ce que te dit ton corps? Ouais, c'est quoi cette question-là? Bah ouais, il te dit quoi ton corps là tout de suite? Voilà, il me dit que là, il faut pas que j'y aille, quoi. Là, ça va pas. Je dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, mais par contre, ça amène une réflexion différente à la personne qui va être en face. Ok. Fred, ton micro, Fred? Ouais, j'essayais de cliquer dessus pour l'enlever et j'ai réussi. Juste pour aller dans ce même sens, hein, il y a quelqu'un, comment il s'appelle, je sais plus, Callaway, Catway, je sais plus bien, Timothy Callaway, il me semble, qui a écrit Le jeu intérieur du tennis et qui décrit ça. Il décrit les 2 mois. Le moi qui vient de manière très cognitive par le cerveau et le moi qui est lié au corps et surtout il faut le laisser s'exprimer et on retrouve ces choses-là. Et puis je voulais savoir comment tu réagirais à ça, mais ma femme est prof de maths et pour faire apprendre certains axiomes, théorèmes, définitions, eh bien, elle fait passer cet apprentissage, j'allais dire, par la chanson de geste. C'est-à-dire qu'elle force les enfants avec des gestes, faire ressentir à leur corps eh ben, cette définition pour que quelque part elle arrive à s'ancrer, pas simplement de manière intellectuelle, mais comme tu l'as exprimé tout au long Ouais, de oui, ton exposé, pour que le corps s'en souvienne et puisse à un moment donné le refaire. Et quand ils sont devant leur copie, je pense que ça doit être drôle à voir parce qu'ils doivent sûrement gesticuler un peu. Mais voilà, j'ai l'impression que ça se rapproche de ce que tu as dit. ouais, bah exactement. C'est tout ce qui est en lien avec la notion somatique, le coaching somatique, l'apprentissage somatique et puis l'apprentissage aussi par le corps. Et tout à fait, je trouve que passer par le corps et apprendre par le corps et le ressentir, en tout cas pour moi en apprentissage, c'est quand je suis formateur, c'est ce que je vais chercher à faire. Je préfère faire de la pratique et puis on débriefe de ce que tu as senti dans le corps et puis dans la tête, et puis après on vient à la théorie. Et là, de ce que tu décris, tu vas dans le corps. Une anecdote aussi qui va dans le corps, mais aussi il y a le corps et ce que je trouve vraiment intéressant, qui est aussi travaillé dans cette approche de clean coaching, c'est la notion d'espace. Et l'espace, c'est les espaces corporels, mais aussi les espaces extérieurs. Là, je vous inviterai à bouquiner du Gaston Bachelard, la poétique de l'espace. De l'espace. Il est un peu costaud, mais très intéressant, dans le sens où donc on aurait nos espaces intérieurs bah, qui seraient en lien avec interoception, et puis on a nos espaces extérieurs. Et puis quand j'ai ma grande fille aujourd'hui qui apprenait les tables de multiplication, je l'ai fait apprendre les tables de multiplication en utilisant l'espace, et donc son corps. Et donc, bah, je disais, bah, tiens, 2 fois 2, 4. Tiens, écris sur un post-it et place-le où tu veux. 2 fois 2, 4. Et ben, tiens, sur mon épaule. OK.
2 fois 2, 4, mon épaule. Et puis après, 3 fois 4, 12. Vas-y, prends un post-it, 3 fois 4, 12, mets-le. Ah bah ça c'est en haut de mon lit, 3 fois 4, 12. Et donc on utilisait l'espace avec le corps, et ça a été hyper vite pour pouvoir apprendre aussi l'étape de multiplication. Donc l'espace corporel extérieur, super intéressant. Et dans cette méthode d'ostéo, bah, tout simplement, imaginez-vous, vous allez chez l'ostéo ou le kiné, il vous met sur la table, il vous masse sur la table, il vous manipule sur la table, vous êtes à peu près toujours au même endroit. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes debout, vous pouvez être dehors. Si je vous pose la question, bah tiens, là, tu as mal au cervical, trouve un espace qui te permette de travailler tes cervicales. Entre la personne qui va se mettre face à la montagne ou face à la fenêtre extérieure, puis ça va lui rappeler tout un tas de métaphores, tout un tas de trucs, ça va faire des connexions inconscientes, et celui qui va être au fin fond de la pièce, à côté de la poubelle, imaginez juste le corps, ce qu'il est en capacité de faire face à un paysage ressourçant ou face à une poubelle. Et donc forcément, on peut avoir des effets, et peut-être il y a des choses à aller chercher aussi sur le sportif. Vincent, ça me fait penser, désolé, je continue, mais ça me fait penser à tous les travaux sur les palais de la mémoire, où on s'imagine aussi à quel endroit on met telle information dans son palais de la mémoire pour Ouais. arriver à refaire tout le chemin quand on en a besoin. Donc là, ça reste un peu plus intérieur, là, tel que je comprends les choses par rapport à l'extérieur que tu évoquais. Ou alors ça le mêle, mais d'une manière quand même très intériorisée, parce qu'on ne va pas mettre les choses, comment dire, concrètement aux endroits. On les imagine dans sa tête pour Ouais. ensuite refaire le chemin si on a besoin de les redire dans le même ordre. Il y a plein de travaux là-dessus qui sont assez rigolos, hein. C'est ça, et pour moi, ça fait référence plus ou moins aussi aux cartes mentales. C'est-à-dire que Tout tu à fais une fait. carte mentale, tu as différents types de cartes mentales, et si tu veux, le côté métaphore, les athlètes avec qui je travaille depuis des années, maintenant, si tu veux, ils seraient en capacité de faire une espèce de carte mentale symbolique ou métaphorique de différents endroits de leur corps. Parce que, bah, tiens, il y a un petit nuage bleu qui symbolise l'état de bien-être quand j'ai besoin de me relaxer. Et puis, j'ai un engrenage rouge là qui symbolise que je m'étais fait mal à l'épaule. Mais j'ai aussi un arc-en-ciel vert qui fait que c'est quand je suis bien en posture, en muscu et que j'ai les épaules ouvertes. Et tatati, tatata, et puis peut-être même à l'extérieur. Et donc, tu as une espèce de carte mentale, mais en plus de la carte mentale, parce que la carte mentale n'est qu'une représentation de l'esprit, là c'est une carte mentale incarnée, où tu as les sensations du corps et tous les sens qui sont en éveil en plus de la représentation mentale. Donc là c'est top, on a l'espace, le corps et puis les sens. Alors, allez, il nous reste encore 2 minutes, hein. Je pense qu'il y aurait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Euh, Par rapport à tout ce que tu dis, il y a aussi des gens qui sont pas dans l'image très facilement, voire pas du tout. Donc, je suppose qu'il y a un apprentissage à l'image, à faire sortir les images d'eux. Est-ce que tu as déjà vu, toi, des gens qui étaient tellement dans la difficulté que c'était pas possible pour eux de passer par l'image? Ou est-ce qu'il y a toujours une possibilité quand même, un tant soit peu, que l'image puisse sortir, quoi? Alors, j'aime à penser que ça peut émerger de tout le monde. Par contre, en croisant d'autres choses, notamment le MBTI, qui est un test aussi sur la personnalité, on peut assez facilement faire des croisements entre des profils MBTI, voire des profils Action Type de préférence motrice, Hmm. et des métaphores. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être branché très cérébral, et notamment dans le MBTI, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont sur des prises de décision très logiques, ce qu'on appelle les T, les thinking, c'est des gens qui vont avoir plus de mal à faire émerger des dessins. C'est pas pour autant que c'est impossible, mais ça va peut-être mettre plus de temps. Ces gens-là, avant de les faire dessiner en images, on va avoir besoin plutôt de les faire travailler, Hmm. à les déplacer dans l'espace pour que les images arrivent. Des gens qui sont beaucoup dans le cognitif et très analytiques, des gens qui sont des ingénieurs de leur sport, des ingénieurs tout court, il va y avoir un travail déjà à faire d'accompagnement sur le domaine mental ou coaching pour qu'ils apprennent déjà en un à faire confiance à autre chose que leur cerveau pour pouvoir passer dans le moteur numéro 2 qui serait plutôt le corporel. Donc
ma réponse, ça serait oui, tout le monde Hmm. peut. J'ai déjà rencontré des personnes où c'est très compliqué d'aboutir à des dessins. Par contre, 100% des personnes, quand tu écoutes bien, 100%, il y aura des symboles ou des métaphores. Parce que ça, c'est le langage commun, y compris français. Donc on pourra quand même rebondir sur, ah bah ouais, non mais là, au bout du 9e kilomètre, là, j'avais quand même une pointe dans le mollet. Il va pas te la dessiner parce qu'il va te dire, ouais, non mais je vais pas te la dessiner, c'est pas possible. Non, 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 non. Ouais, ok, d'accord. Mais ça n'empêche que là, à ce moment-là, nous, on a bien entendu que lui, il avait une pointe dans le mollet au 20e kilomètre. 16h05, on va malheureusement, en tout cas pour moi et peut-être pour vous aussi, on va s'arrêter là parce que sinon je vais prendre trop de temps sur l'heure qui était impartie. Euh, euh, Pierre, merci. J'avais plein de questions. Peut-être une petite anecdote, hein. Quand j'ai discuté avec Pierre, moi j'ai ma belle-maman qui est marocaine, donc qui a un vocabulaire en français un peu difficile. Et j'en parle beaucoup aussi avec Frédéric, hein. Le milieu médical, quand ils n'essayent pas trop de se rapprocher ni de comprendre, en tout cas, je vais dire de façon globale. Ok, voilà. Donc, ma belle-mère ne fonctionne que par métaphore. Elle ne fonctionne que par métaphore. C'est-à-dire les douleurs qu'elle a, elle peut me décrire, comme tu parlais, hein, une, euh, une aiguille à tricoter qui lui prend tout le bras, un clou qu'on lui enfonce avec un marteau, ou alors c'est 10 clous qu'on lui enfonce en même temps. Enfin voilà, elle est capable d'avoir des métaphores de malade. Voilà. Et quand Pierre m'a parlé de ça, en tout cas, ça m'a parlé complètement parce que j'ai déjà entendu ce discours-là. Par contre, le milieu médical, ils sont pas complètement prêts, en tout cas en forte proportion. Voilà. C'était juste pour finir par une anecdote un peu personnelle, mais merci Pierre pour ton éclairage. J'espère que ça a donné quelques pistes supplémentaires à tout le monde. En tout cas, c'était le but. Bonne fin de matinée, bonne fin, plutôt début d'après-midi, bonne journée, bon week-end à vous. Si Thierry, Corentin, Michael et Pierre, bien sûr, si on peut rester pour faire juste un petit débrief. Voilà. Ouais, Ok. Merci à tout le monde. Merci, à Au bientôt. revoir. Au revoir. À bientôt. Pascal, Olivier, Sandrine, Christophe, si vous pouvez, merci. Salut et Parti. merci. Ouais. Pascal, Sandrine et Pascal, si vous pouvez, c'est pas qu'on a des secrets, mais si vous pouviez, est-ce que je peux les faire partir moi tout seul là ou pas? Oui, je pense que tu peux, en tant qu'administrateur, tu peux pouvoir agir.